Ici, nous nous trouvons dans la cave où je vinifie la majorité des vins rouges et aussi un petit peu de vin blanc. Depuis le pressurage, on avait vu que le vin était encavé dans l'autre partie de la cave qui se trouve à 80 mètres. Entre-temps, j'ai donc déjà transvasé une fois et monté le vin ici au moyen d'un très long tuyau qui traverse la route. C'est une petite spécialité de la maison. Et maintenant, ce qui est pratique ici, c'est que j'ai des cuves de plus petit volume et de volume. Toutes les cuves ont un volume différent, une contenance différente. Donc, pour vinifier séparément ces lots de vin rouge, cépage par cépage, avant qu'on les assemble ou avant de les entonner en barrique, alors je peux choisir chaque fois le bon volume correspondant au lot précis. Et puis, en fait, parce qu'une cuve ne peut être que complètement pleine ou que complètement vide. On ne peut pas laisser une cuve à moitié pleine. Le vin s'oxyderait beaucoup trop vite. Un peu le phénomène qu'on retrouve dans une bouteille entamée, même rebouchée, après quelques jours, le vin est éventé et au niveau d'une cuve de plusieurs milliers de litres, ce même phénomène se marquerait. On avait vu que dès le pressurage, le vin rouge est à un stade abouti au niveau de l'alcool formé. Il n'y a plus de transformation à partir de ce moment-là. Entre-temps, il y a déjà eu un transvasage pour éliminer les lits. Maintenant, c'est un deuxième transvasage pour soutirer les lits qui étaient encore en suspension, qui sont entre-temps déposés. J'en profite aussi pour donner un petit peu d'oxygène au vin. Comme le vin blanc, il a aussi besoin régulièrement d'un petit peu d'oxygène. Et on va arriver au moment où il pourra subir sa deuxième fermentation, qu'on appelle aussi fermentation malolactique ou rétrogradation. Ça correspond à une désacidification biologique, puisque l'acide malique présent dans le raisin va être transformé sous l'action de bactéries en acide lactique. Durant cette phase de deuxième fermentation, on va assister à un assouplissement gustatif du vin, puisqu'il y aura une baisse d'acidité totale, sachant que la fonction acide de l'acide lactique est moins forte que celle du malique, qui peut être parfois un petit peu agressive. C'est aussi tout à fait différent de la première fermentation, qui est très tumultueuse et où il se passe beaucoup de choses. Durant cette deuxième fermentation, il y a un petit dégagement de gaz, mais c'est beaucoup plus ténu que la première fermentation. Une grande différence aussi, c'est qu'on devra monter la température à 16 ou 18 degrés pour que les bactéries se développent, alors que les levures sont capables de travailler à 8 ou 10 degrés en première fermentation. Donc c'est tout à fait une transformation tout à fait différente. Comme pour les vins blancs, les rouges doivent être suivis gustativement très régulièrement. Parallèlement à un suivi analytique, une partie est faite par mes soins et régulièrement, je donne aussi des échantillons analysés au laboratoire d'œnologie cantonale à Marcellin, qui nous donne des paramètres plus précis. Ça nous permet de guider au mieux l'évolution du vin et toujours prévenir le cas échéant. On verrait tout de suite une petite anomalie s'il y avait une déviation d'ordre bactérien. Par exemple, sur cette fiche, je pourrais le voir tout de suite. Donc, c'est un plus aussi pour maîtriser ces phénomènes de fermentation.
Cette lie pourrait être filtrée. Moi, je vais la composter, elle sera éliminée. On ne va plus l'utiliser, contrairement au vin blanc où on peut encore la remettre en suspension un certain temps. Ici, c'est la fin du cycle pour cette ligne. Je dois bien laisser vider l'eau du rinçage. Et puis, je vais remettre le vin ici dans sa même cuve, puisqu'elle utilise le volume idéal là. Ici. Dans un mois, je pense que les vins rouges auront subi leur deuxième fermentation et les vins blancs devraient arriver au terme de leur première. On verra ça si tout se passe bien à mi-décembre.